Alors, si par hasard vous avez commis un dépassement de vitesse sur l'autoroute, ou encore mieux si vous avez cambriolé à main armée la Banque de France ou le Crédit Agricole, vous êtes arrêté par la police et la police vous demande vos papiers. Et la loi vous oblige à présenter à la police vos papiers. Et comme mon présentateur amicalement vous a présenté Petite Poussette, on va lui demander ses papiers. C'est-à-dire qui est-elle, et elle va nous présenter sa carte d'identité, et ma conférence va consister simplement à décrire la carte d'identité de Petite Poussette. Alors d'abord, quel est son âge? C'est très simple, Petite Poussette a entre 12, 13 et 30 ans. C'est une génération très particulière, et elle est particulière ou singulière, si vous voulez, parce qu'elle est née dans un monde qui n'a pas connu autre chose que les nouvelles technologies. C'est-à-dire, au moment où elle est née, les nouvelles technologies étaient là, le numérique était là, et elle a vécu avec les nouvelles technologies et le numérique. La génération d'avant, à laquelle j'appartiens, la génération d'avant a été adaptée aux nouvelles technologies, adaptée au numérique, et nous, enfin, j'appelle ceux qui sont de ma génération, entre ma génération et 30 ans, cette génération-là a travaillé, je vous invite à réfléchir, avec les nouvelles technologies, avec un ordinateur, avec un portable, avec le numérique. Tandis que la génération dont je parle a vécu dans l'ordinateur, a vécu dans le portable, a vécu dans le numérique. Et ça fait une différence réelle, et c'est celle-là que je voudrais décrire. Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec un outil, ou plutôt travailler avec un outil, ou plutôt vivre dans un monde qui est d'une certaine manière sculpté, ou décrit, ou formé par ces outils-là. Et c'est toute la question. Et nous sommes à deux doigts, c'est-à-dire à 5 ans, 6 ans, 7 ans, à voir le monde basculer sous la pression d'un numérique qui a formé un monde et non pas seulement des outils. Alors je répète, une génération qui a travaillé avec des outils et des générations qui a vécu dans le monde formé par ces outils. Voilà exactement quel est l'âge de Petite Poussette. 13 à 30 ans, 32 ans, quelque chose comme ça. Alors, son nom, pourquoi s'appelle-t-elle Petite Poussette? Bien, son nom, c'est tout simple parce que elle est parfaitement souple, adaptée, rapide, envoyer des textos avec les 2 pouces. Et oui, elle s'appelle Petite Poussette pour ça, tout simplement. Il n'y a aucune allusion à Petit Poussé, il n'y a pas là ni de forêt, ni de petits cailloux. C'est simplement les 2 pouces, et vous voyez à quelle vitesse. Et je peux vous donner même sa date de naissance, qui est marquée sur sa carte d'identité. La scène se passe dans le RER A. Il y a peut-être des gens qui connaissent ce monstre qui s'appelle le RER A. Et il y a un vieux monsieur sorti de l'académie qui prend le RER A et qui a devant lui une jeune fille de 18, 17 ans qui envoie un texto à une vitesse extraordinaire et plein d'admiration. Il tape sur l'épaule, lui disant « Non, non, je ne vous drague pas, mademoiselle. Je veux simplement vous dire que je suis un illettré. »« Ah, vous êtes un illettré ?» me dit-elle. « Oui, oui, je suis. » Et elle me reconnaît, elle me dit, mais vous êtes de l'académie? Oui, je suis de l'académie, mais je suis un illettré, parce que je n'arrive pas, moi, avec mes articulations un peu gourdes, à obtenir cette souplesse, cette rapidité pour envoyer des textos. Évidemment, elle faisait des photographes, pas moi, mais c'est pas grave. Et donc voilà son nom, Petite Poussette. Et alors, pourquoi est-elle une femme? Ou une jeune fille plutôt qu'un mâle ou qu'un garçon? Mais pour une raison très simple, qui me touche de très près. Je suis un enseignant, comme tout le monde, comme beaucoup d'entre vous peut-être. Oui, parce que tout le monde est enseignant aujourd'hui, vous savez. Et donc j'enseigne depuis 35-40 ans, et j'ai assisté, pendant ces 4 décennies d'enseignement, à ce que je pourrais appeler la victoire des femmes. C'est-à-dire les meilleurs de mes étudiants ont toujours été des étudiantes. Elles travaillaient mieux, elles étaient plus professionnelles, elles étaient plus attentives, elles étaient plus attachées à leur travail. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je crois sans doute que la société leur demandait plus qu'un garçon. Et par conséquent, c'est un hommage à la victoire des femmes que j'ai voulu appeler ce livre non pas Petit Poussé, mais Petite Poussette. Voilà, voilà son nom, voilà sa date de naissance. Oui, je suis un féministe convaincu.
Et bien sûr, sur la carte de visite, il y a en général la nationalité. Alors je dois dire que Petite Poussette n'a pas de nationalité. Cette héroïne de la rentrée, je l'appellerai volontiers l'héroïne de la rentrée, je suis un peu embêté parce que dans le Canard enchaîné la semaine dernière, je ne sais quel journaliste français avait dit qu'une certaine Valérie, vous avez entendu parler oui, enfin, elle habite un palais bien connu, et on commence à l'appeler Première Poussette. Oui, c'est la gloire. Ça vous plaît, hein, c'est la gloire. C'est pas seulement l'héroïne de la rentrée, c'est l'héroïne de l'élection. La première poussette de France. C'est la première poussette de France, ouais. Vous savez pourquoi, sans doute, oui. Oui. Bon, alors, voilà son nom, voilà sa naissance, la date de naissance, sa nationalité, elle n'en a pas. Elle n'en a pas parce que des petites poussettes, si vous allez au Québec, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou au Kamchatka, vous trouverez des petites poussettes partout, y compris dans les forêts du Pérou. Voilà en gros la carte de visite qu'on peut décrire de cette héroïne, que j'appelle aujourd'hui l'héroïne de la rentrée, parce que la rentrée c'est la rentrée universitaire et scolaire, et que les nouvelles technologies ont un impact extraordinaire sur l'enseignement, on en parlera tout à l'heure. Et je voudrais d'abord, en dehors de sa carte de visite, parler de sa devise. Parce que je crois que Petite Poussette a une devise, et je l'entends, cette devise, chez mes étudiants, chez mes petits-fils, etc., mes petites-filles, ou mes collègues, évidemment, plus jeunes que moi. Et là, voici la devise. C'est « Maintenant, tenant en main le monde ». Maintenant, tenant en main le monde. Et cette devise vous fait ouvrir les oreilles sur la signification étonnante du mot « maintenant ». Si on demande à un bon Français ou une Française ce que veut dire maintenant, il va répondre tout de suite. Là, maintenant tout de suite. Non. Ça veut dire tenir à la main. Tenant en main. Maintenant, tenant en main le monde. Et Petite Poussette, dont j'ai fait l'éloge des 2 pouces, tient à la main son portable, dans lequel elle a évidemment son ordinateur et tout le numérique possible. Et qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle tient en main? Qu'est-ce qu'elle tient en main? Je dis maintenant, tenant en main le monde. Eh bien, elle tient en main 3 accès. Et ces 3 accès sont universels. C'est lesquels? Premièrement, elle a en main le réseau à peu près complet de ses amis. Je vais en parler tout à l'heure du réseau de ses amis. Le réseau de ses amis, selon qu'elle a le numéro de ses portables, de leur portable. Hein. Deuxièmement, elle a en main tous les lieux. C'est-à-dire le GPS lui indiquera tous les lieux, même ceux où elle n'est jamais allée, et surtout ceux où elle n'est jamais allée. Et troisièmement, elle a en main, toutes les informations possibles avec Wikipédia et autres lieux. Donc elle a un accès universel immédiat. Et tout à l'heure, j'ai promis de reparler de ses amis, et j'y pense tout d'un coup. Est-ce que vous connaissez, il y a des mathématiciens peut-être parmi vous, un théorème qui s'appelle le théorème du petit monde. C'est un théorème très intéressant, le théorème du petit monde. On a essayé d'estimer en calcul de probabilité combien d'intermédiaires faut-il, disons, à un Malien de la brousse africaine pour toucher un paysan chinois du Yangtze-Kiang, c'est-à-dire n'importe qui avec n'importe qui. Eh bien, le nombre d'intermédiaires qu'il faut pour qu'un homme en touche un autre est de 7. 6 à 7. Et depuis qu'il y a des réseaux sociaux, c'est-à-dire des connecteurs très puissants, ce nombre vient de tomber à 4. 4,74, disent les spécialistes, entre 4 et 5. Vous voyez donc, quand vous tenez en main la liste de vos amis, vous tenez en main le monde. C'est-à-dire, avec le théorème du petit monde, vous voyez que si vous avez suffisamment de connexions, eh bien vous pouvez toucher n'importe qui, y compris le président Obama à la rigueur, ou Première Poussette, vous pouvez la toucher en quatre intermédiaires ou 5, ce qui est un nombre extraordinaire, n'est-ce pas? Qui resserre dans une boule très étroite nos connexions possibles. Et par conséquent, la devise vraiment de Petite Poussette, c'est maintenant, tenant en main le monde. C'est-à-dire, dans l'immédiat, je peux avoir en main, virtuellement, mais actuellement, puisque j'ai besoin seulement de 4 à 5 intermédiaires pour toucher n'importe qui, le monde. Non seulement le monde humain,
mais le monde local, par les lieux, et le monde intellectuel ou informatif, par les informations, par Wikipédia et autres lieux. Et par conséquent, la plupart de mes étudiants, maintenant, me disent « Mais qu'est-ce que je viens foutre ici pour apprendre des informations que j'ai déjà chez moi dans mon ordinateur ?» Ce qui pose un problème, évidemment, géant pour nous, enseignants, et pour l'institution, et pour toutes les institutions d'ailleurs, pas seulement universitaires. Voilà donc sa devise, voilà son nom, voilà son âge, voilà sa naissance, sa date de naissance, etc. Et je dirais volontiers d'où elle vient, ses ancêtres. Quels sont ses ancêtres? Parce que c'est intéressant de connaître ses ancêtres, étant donné que nous sommes tous plus ou moins les ancêtres de cette génération. Bien, ces ancêtres datent, à mon avis, d'un millénaire avant Jésus-Christ, et voici pourquoi. La révolution numérique est arrivée, disons, il y a quelques décennies, et nous la connaissons tous, parce que nous pratiquons toujours plus ou moins ce type de machine ou d'outil, mais cette révolution est, à mon avis, la 3e ou 4e révolution qui est arrivée du même ordre dans l'humanité, au moins occidentale, celle que nous connaissons. Et la voici. Disons que avant le 1er siècle avant Jésus-Christ, avant le 1er millénaire avant Jésus-Christ, pardon, avant le 1er millénaire, l'humanité, celle que nous connaissons, l'humanité occidentale, disons, ou moyenne-orientale, était, disons, à l'âge de l'oral. C'est-à-dire qu'il y avait des aèdes chez les Grecs, comme il y a des griots chez nos amis africains, qui chantaient, qui parlaient, etc. Et on les écoutait, et la transmission de l'information se faisait par le canal du langage oral. Et par conséquent, le support de l'information, c'était le corps humain. D'ailleurs, on dit le corps enseignant. En ce moment, c'est mon corps qui est le support d'une voix que je répands à très peu de distance et que vous entendez, et vous allez me poser des questions, et votre corps sera de nouveau le support d'une information que vous me passerez. Donc, le couple, attention, le couple support-message va être le couple corps-voix. D'accord? Et puis arrive une révolution, précisément, dans le 1er millénaire avant Jésus-Christ, c'est l'invention de l'écriture. Et l'invention de l'écriture touche très très peu de langage. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a plus de langages oraux que de langage écrit. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Et dès le moment où l'écriture est inventée, alors le support n'est plus le corps. Le support est ce sur quoi le langage écrit est gravé. Alors ça va être le marbre, ça va être le granit, ça va être l'acier ou le bronze, et puis peu à peu ça va être des peaux, la peau de veau, le vélin, la peau de mouton, le parchemin, et puis peu à peu de ces objets très solides, on va dériver vers des objets plus subtils, ce sera la biblos, c'est-à-dire le papier. Et donc, le support va être matériel, le papier, ou le bronze, et le message sera précisément la gravure sur lequel... Alors, vous voyez, la révolution consiste à faire changer le couple support-message, corps-voix, papier ou objet solide, gravure de l'écriture. Très bien. Troisième révolution, disons fin du XVe, début du XVIe siècle, Gutenberg, l'arrivée de l'imprimerie. Et alors, dès l'arrivée de l'imprimerie, il n'est plus question de graver à la main, comme les scribes de l'Antiquité, ou ceux qui détenaient un style avec un i, vous savez, pour graver l'écriture cunéiforme, mais c'est des machines inventées par des artisans hollandais ou allemands, et français par la suite, et italiens, qui ont inventé l'imprimerie. Alors là, on a une troisième révolution qui est de nouveau le couple support-message. Mais le couple support-message a un peu changé, c'est maintenant le livre, ou le papier imprimé, ou le journal, ça sera le journal, et puis la gravure est une gravure imprimée, et imprimée de façon automatique et facile à dupliquer. Voici la troisième révolution. Et la quatrième révolution, nous y assistons, c'est-à-dire que le support est désormais électronique, c'est l'écran que vous connaissez, et puis le message. Alors, voilà les ancêtres de Petite Poucette. Les ancêtres de Petite Poucette, c'est les avatars, les transformations du couple support-message, lorsqu'on est passé d'abord
de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit à l'imprimé, puis de l'imprimé à l'âge numérique. Et ces révolutions-là, parenthèse, en général, les historiens donnent beaucoup d'importance aux révolutions de type artisanal ou de type technique ou de type industriel. Alors ils disent volontiers l'ère de la pierre taillée, l'ère de la pierre polie, l'ère du bronze, l'ère de la révolution industrielle, c'est-à-dire des choses vraiment très, très dures, très solides. Et ils ne s'aperçoivent pas que les révolutions qui touchent non pas le dur, mais le message, sont 10 fois plus importantes que les révolutions qui touchent le dur. Vous voyez, c'est-à-dire, dès le moment où on invente l'écriture, il arrive des choses extraordinaires, c'est que le droit commence, c'était un droit oral très vague, on a le code d'Hammurabi écrit, et désormais il fait référence. Et désormais qu'on a un droit qui fait référence, on peut organiser des sociétés de façon relativement centralisée. Du coup apparaissent les États, du coup apparaissent des politiques au sens que nous donnons à ce mot. Puis apparaît quoi au moment de l'écriture? Eh bien, il faut bien dire qu'apparaissent les sciences, puisque à partir de l'écriture, au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs inventent la géométrie, le miracle grec, ils viennent de l'écriture, n'est-ce pas? Et puis dans d'autres pays apparaissent à côté des religions polythéistes le monothéisme des prophètes écrivains d'Israël, c'est-à-dire l'écriture sainte et la Bible, Biblos. C'est-à-dire révolution à la fois religieuse, intellectuelle, pédagogique, politique, juridique, etc. Nous sommes tous des enfants, en tant que nous vivons dans les collectivités que vous connaissez, des enfants de cette révolution-là. Et cette révolution recommence exactement de la même manière dès le moment où on invente l'imprimerie, et je peux faire la même description d'un même tableau qui arrive au moment de l'imprimerie, où tout change au point de vue politique, financier. J'ai oublié de dire financier, au moment de l'écriture, bien entendu, au lieu du troc des veaux et des bœufs, on va inventer des pièces écrites. L'écriture, la première écriture, c'est la pièce de monnaie, bien entendu. D'ailleurs, dans le langage, vous le saviez déjà, quand vous dites capital, vous ne vous rendez pas compte que vous dites cheptel. C'est le même mot. Cattle and capital, c'est le même mot dans les deux langues. Vous voyez. Et de la même façon, quand vous dites pécuniaire, vous ne vous rendez pas compte que vous parlez des troupeaux. Des troupeaux de bœufs. Mais oui, pecus, pecoris, en latin, ça veut dire le troupeau. Donc, la première économie, le premier commerce, c'est le commerce de choses aussi lourdes que les troupeaux de bœufs, etc. Et tout d'un coup, l'invention de la monnaie, au moment de l'écriture, va rendre le commerce extrêmement plus rapide, avec l'échange de la monnaie qui devient l'équivalent général, etc. Mais au moment de l'imprimerie, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire, on commence à imprimer des chèques, on commence à imprimer des valeurs. Alors la banque à Venise commence, à cause de les premiers traités de comptabilité sont à Venise à cette époque-là, au moment de l'imprimerie. Et à ce moment-là arrive avec l'imprimerie des choses tout à fait étonnantes. J'ai parlé de religion tout à l'heure, parlons de religion si vous voulez, c'est la réforme. La réforme, pourquoi? Parce que Luther on pense que Luther a dit, je vous dirai dans quelles conditions après, tout homme est pape, une Bible à la main. Tout homme est pape, une Bible à la main. C'est-à-dire on n'a plus besoin d'intermédiaires pour avoir la relation avec Dieu. Donc, dès le moment où arrive l'imprimerie, de nouveau, il y a des transformations du même ordre. Question maintenant qui devrait vous inquiéter et qui devrait vous ouvrir les yeux. Quelle transformation faut-il attendre de la troisième révolution de type numérique? Et la réponse est claire. Si les ancêtres de Petite Poucette sont réellement ceux qui ont inventé l'écrit, ceux qui ont inventé l'imprimerie, et maintenant ceux qui ont inventé des gens comme Turing qui ont inventé le numérique, alors la réponse c'est tout. Tout, c'est-à-dire la science, c'est-à-dire la pédagogie, c'est-à-dire la finance, c'est-à-dire l'État, c'est-à-dire le droit, c'est-à-dire, etc., toutes les institutions. Et la question est, les institutions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui ne datent-elles pas précisément du stade précédent? Et donc, il est bien possible qu'avec la révolution en question, nous soyons précisément à la veille d'un basculement de monde tel que l'ont connu ceux qui ont suivi la révolution de l'écriture, ceux qui ont suivi la révolution de l'imprimerie,
et nous-mêmes qui sommes justement en train d'assister à une révolution du même genre. Alors, bien entendu, vous allez me dire, mais est-ce que c'est la seule révolution dans laquelle Petite Poucette est tombée? Bien, la réponse est non. Et la réponse est non, et c'est là que j'interviens encore une fois de plus, et de façon encore plus pesante, pour dire non, non, attention, Petite Poucette est née. Ce n'est pas parce que Petite Poucette a seulement connu le numérique, alors que les autres sont passés de l'état précédent à l'état suivant, ce n'est pas seulement pour ça que les choses sont en train de changer de façon très violente. Pourquoi? Eh bien parce que Petite Poucette est née au moment même où d'autres révolutions et d'autres changements étaient en train de se passer et étaient déjà passés. Et je voudrais en faire la liste rapide, c'est une liste d'ailleurs qui commence, je crois, me souvenir le début de ce livre, je m'en souviens d'ailleurs parce que c'est quand même moi qui l'ai écrit. C'est pas de nègre, non. Je m'excuse devant les Africains de là, d'un mot pareil, c'était abominable. Je n'ai pas de substitut. Où j'en étais Au début de votre édition. En effet, Petite Poucette arrive au moment du numérique, mais le numérique lui-même arrive à un moment très intéressant. Et ce moment très intéressant, je voudrais de nouveau le décrire. J'ai décrit tout ce qui touche au numérique jusqu'à maintenant, et je voudrais décrire maintenant le monde dans lequel le numérique est arrivé, c'est-à-dire dans les années, disons, de 2 ou 3 décennies avant nous, dans ce monde qui était déjà en pleine mutation. Pourquoi? Pour 5 ou 6 raisons capitales sur lesquelles vous me trouverez d'une évidence absolue parce que vous les reconnaîtrez très vite. D'abord, pendant le XIXe siècle, il s'est passé une révolution très importante. D'ailleurs, le 1er janvier, un journaliste était venu me voir en me disant « Mais quelle est la révolution la plus importante auquel vous avez assisté au XXe siècle ?» Et je lui ai répondu « La transformation de l'agriculture ». Et il m'a répondu « Vous vous foutez de moi ?» Parce qu'il attendait évidemment la guerre, le machin, le truc. Non, non, c'est l'agriculture. C'est-à-dire, au début du XXe siècle, nous sommes 65 ou 70% d'agriculteurs ou de travailleurs qui ont quelque rapport avec l'agriculture. Le 1er janvier 1900, il n'y a pas un bourgeois de Paris qui n'ait pas une expérience directe de l'agriculture. Tandis qu'aujourd'hui, il y a 0,8% d'agriculteurs en France, et dans les pays analogues aux nôtres. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement seulement qui touche la France, c'est un mouvement qui touche à peu près la totalité de l'Occident. 65%, 0,8%, c'est une révolution considérable dans notre rapport au monde. Nous n'avons plus le même monde dès lors que nous sommes des rats de ville au moment où on était des rats de champs. Or, nous le savons très bien, dans les années 1850, 8% des humains habitaient la ville. 8%. Et 92% des humains travaillaient à la campagne, habitaient la campagne. Et lorsque les historiens font l'histoire, ils parlent de Jérusalem, d'Athènes, de Sparte, ils parlent de Corinthe, ils parlent de Rome, ils parlent de Londres, de Paris. Mais de quoi parlait-il? De 8% de l'humanité. L'humanité fondamentale était rurale. Or, ce qui arrive au XXe siècle, c'est une révolution absolument considérable de retournement complet des habitudes, des métiers et de la vie humaine. C'est-à-dire un retournement tel que il n'y en a pas eu beaucoup depuis le néolithique. Si on vous avait dit au 1er janvier 2001, pas 2000 parce que les gens ne savent plus compter, c'est 2001, le début du millénaire, si on vous avait dit fin du néolithique, vous auriez ri, et c'est pourtant ça. Et au néolithique, qu'est-ce qui s'est passé? Des ancêtres d'Eugénie ont inventé la domestication de certaines espèces de faune et de flore, ça s'appelle l'agriculture et l'élevage, et l'humanité a basculé tout d'un coup du stade de chasseur-cueilleur au stade stable d'agriculteur-pasteur. Et voilà qu'au XXe siècle, ça se retourne de nouveau. Et donc c'est un événement considérable. Et cet événement est à peu près contemporain de l'arrivée de nouvelles technologies. Vous voyez donc Petite Poucette née à un moment où le monde a muté de façon extraordinaire. Alors ça c'est le rapport au monde.
Mais il avait muté aussi pour une autre raison, beaucoup plus importante peut-être, c'est les progrès décisifs qu'avait fait la médecine. Vous savez sans doute que dans les années 1935, disons, un médecin de Felletin qui est un médecin forcément rural, chez lui, dans son cabinet, reçoit 5 syphilitiques, 4 tuberculeux et un autre. En 1945-50, il n'y a plus que l'autre. Il n'y a plus que l'autre. C'est-à-dire les autres sont passés à la moulinette par la guérison concernant tout l'arsenal thérapeutique que nous avons découvert depuis. Alors du coup, au moment de cette mutation profonde de la médecine, qu'est-ce qui arrive? Il arrive tout d'un coup un redressement considérable de la courbe de l'espérance de vie. C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, nos ancêtres, les ancêtres de Petite Poussette, si vous voulez, leur espérance de vie était... Attendez, il y a des professeurs de français, je suppose, ici, ou des gens qui connaissent la littérature, alors je cite un auteur de 1820 par là, Madame, vous avez 16 ans, il vous reste 6 ans pour être aimé, 6 ans pour aimer, et 3 ans pour recommander votre Dieu. Marianne. C'est-à-dire, l'interlocuteur de Marianne, qui a 16 ans, il lui donne 30 ans d'espérance de vie. Et la femme de 30 ans, chez George Sand, que vous connaissez encore mieux que moi, la femme de 30 ans est évidemment une vieille. Aujourd'hui, pour nous, une femme de 30 ans est dans la verdure de sa jeunesse, bien entendu. Puisque l'espérance de vie de vos compagnes, de vous, mesdames, est de 84 ans aujourd'hui, et elle croît encore de 6 mois par an. Oui. En France au moins, parce qu'il y a des pays où l'espérance de vie décroît un peu, comme aux États-Unis et en Russie, mais en France, elle continue de croître. Par conséquent, tout d'un coup, croissance formidable de l'espérance de vie, et est-ce que vous connaissez un homme, et cet homme c'est moi, qui, quand il est né, a connu tant d'humains, et à l'âge qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire au mien, a vu la population du monde doubler 2 fois. Quand je suis né, nous étions 2 milliards, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, nous sommes 7 milliards et demi. C'est-à-dire, en une seule vie humaine, la population du globe double 2 fois. Et ça, c'est une donnée tout à fait extraordinaire qui bouleverse complètement toutes nos données de type agricole, de type de nourriture, de type d'habitation dans les villes, etc., vous voyez, qui est tout à fait fondamentale, c'est-à-dire la démographie. Bon, je ne vous fais pas cette liste-là, vous la retrouverez dans Petite Poussette, dans mon livre, simplement pour vous dire que les changements qu'induit le numérique tombent à un moment précisément où des changements encore plus des changements majeurs ont touché l'humanité dans son rapport à la vie, dans son rapport à la douleur, dans son rapport au monde, dans son rapport à la naissance et à la mort. Si on m'avait dit à mon grand-père qu'on programmerait les naissances, et pourtant c'est vrai, si on m'avait dit à mon grand-père que, par exemple, est-ce que vous savez que Louis XIV, entouré des meilleurs médecins de son royaume, a hurlé de douleur tous les jours? Il est infecté d'une fistule anale inguérissable, qui n'a été opéré qu'à la fin de ses jours par un certain Cureau de la Chambre, qui est un des grands philosophes français, comme vous le savez. Bon. Et aujourd'hui, ce médecin de la Creuse dont je parle, peut rencontrer dans son cabinet un homme de 60 ans qui n'ait jamais souffert. Donc il y a une histoire de la douleur à écrire. Vous voyez, je ne dis pas qu'on ne souffre plus, ça c'est certain. Mais que statistiquement, il y a une sorte d'évolution de la douleur telle que Petite Poussette n'a pas le même corps que son grand-père, n'a pas le même corps que sa grand-mère. Et à propos de corps, je ne sais pas, moi, on pourrait raconter des histoires plus banales encore. D'ailleurs, pourquoi se déshabille-t-on dans les plages? Et tout le monde dit, ah c'est la mode, ou c'est de l'érotisme, ou c'est la sexualité. Mais pas du tout. Pas du tout. Nos ancêtres ne pouvaient pas se déshabiller parce qu'ils n'étaient pas montrables. D'ailleurs, ils étaient pleins de bubons, ils étaient pleins de cicatrices. Oui, les maladies ne se guérissaient pas. Les maladies ne se guérissaient pas. Et lorsque vous voyez dans les journaux, par exemple, des condamnations méprisantes des morales judéo-chrétiennes ou anciennes, disant qu'elles sont doloristes, je vous invite à rire. Parce que qu'est-ce que vous croyez que c'est qu'une morale?
Une morale, c'était le plus souvent une collection d'exercices pour supporter une douleur inévitable et quotidienne. Et la question, elle se pose aujourd'hui, qu'est-ce que c'est une morale dans une humanité qui souffrirait moins? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et donc même la morale est en train de bouger autour de sa référence majeure qui est la douleur. Vous voyez? Bon, je pourrais donc continuer à parler de ce tableau dans lequel Petite Poucette tombe au moment où les nouvelles technologies arrivent et qui accentue encore plus le caractère ancien de l'ancien monde. Vous voyez? Et donc je voudrais vous mettre devant cette évidence que nous sommes en train de vivre une sorte de rupture extraordinaire dont les nouvelles technologies ne sont sans doute qu'un côté, qu'une possibilité, qu'un paramètre. Et les autres sont aussi importants que les premières. Alors, maintenant, il faudrait rentrer dans le vif du sujet. Je ne vais pas être trop long. Non, trop long, ça va. Ça n'a aucun problème. Je voudrais maintenant, puisque je parle de cette transformation, je voudrais dire, revenir au numérique, après avoir fait ce tableau en question, et en revenant au numérique, me poser la question, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change, le numérique? Alors, tout le monde voit à l'évidence, c'est pas la peine d'avoir Michel Serres devant pour vous le dire, que ça change la science, que ça change l'enseignement, que ça change le rapport aux données, que ça change l'accès, je l'ai dit déjà, tout le monde le sait, ça, mais je voudrais essayer de vous faire comprendre que ça change la tête des gens, le corps et la tête des gens. Voici. La scène se passe à Paris, à l'époque où Paris ne s'appelait pas Paris, mais Lutèce, c'est donc relativement ancien. Et à cette époque-là, il y a à Paris un petit groupe de premiers chrétiens. Et ces premiers chrétiens sont terrorisés parce que c'est le moment de la grande persécution de l'empereur Décius. Et lorsqu'ils se réunissent entre eux, ils se réunissent dans le plus grand secret, pour éviter évidemment les persécutions en question. Ils se réunissent dans le plus grand secret, et ils ont déjà élu un évêque. Parce qu'à cette époque-là, l'évêque était élu par la communauté démocratique des premiers chrétiens. Et cet évêque s'appelait Denis. Il s'appelait Denis. Et donc, la réunion a lieu, dans le plus grand secret, portes et fenêtres fermées, et Denis, l'évêque, est en train de leur parler comme je suis en train de vous parler. Voilà. Il est en train de faire une homélie, comme moi je suis en train de faire une causerie. Voilà. C'est moi Denis, c'est vous les premiers chrétiens. Et puis, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que la légion romaine enfonce les portes, enfonce les fenêtres, envahit la réunion, et les soldats, les légionnaires se saisissent de chaque chrétien, et le centurion passe au milieu de l'allée, tire son coupe-chou, aborde l'évêque Denis, et lui coupe la tête. Et la tête roule par terre. Et au miracle, Denis ramasse la tête, et quand ma grand-mère me racontait cette histoire, je disais, comment il a pu repérer où était la tête puisque... Alors, je me suis dit, toujours mauvais esprit, c'est ça le miracle. C'est ça le miracle. Alors, elle ne perdait pas la tête, votre... Elle ne perdait pas la tête, non, elle était beaucoup plus intelligente que moi. Vieille paysanne gasconne, ça ne fait pas mieux en intelligence. Alors, il ramasse la tête, il la montre, hein, et évidemment, les légionnaires romains, y compris le centurion, s'en vont épouvantés, et c'est ça le miracle de Denis que tout le monde connaît, qui est représenté un peu partout, dans la littérature ou dans la peinture. Leçon. Quand vous allumez votre ordinateur le matin, ou que vous mettez devant votre ordinateur déjà allumé, qu'est-ce que vous avez devant vous? Vous avez devant vous une mémoire 10 fois, 100 fois, 1000 fois supérieure à la vôtre propre. Vous avez devant vous une collection d'images 10 fois, 100 fois, 1000 fois supérieure à votre imagination propre. Vous avez devant vous une épaisseur de logiciel considérable pour résoudre des questions que vous ne pourriez même pas résoudre. Il y a des logiciels qui intègrent des équations différentielles que je ne saurais pas résoudre aujourd'hui.
Par conséquent, vous avez devant vous mémoire, imagination, raison. Or, quand j'étais petit, que j'étais en classe de philosophie, je n'ai jamais fait la classe de philosophie, mais ça fait rien, j'étais en maître élève, dans les manuels de philosophie, il y avait qu'est-ce que c'est que la connaissance humaine? Ben, la connaissance humaine, c'est mémoire, imagination, raison. Et par conséquent, la connaissance humaine, qui était la connaissance, attention, du sujet connaissant, et de l'ego connaissant, de moi qui connais, que moi. Cette connaissance humaine était dans ma tête, dans mon cerveau, dans mes neurones cervicaux, était la mémoire, l'imagination, la raison. Ah, mais petite poussette n'est pas d'accord avec ça. Devant moi, dit-elle, j'ai devant moi la mémoire, l'imagination et la raison. Par conséquent, petite poussette a la tête coupée comme Saint-Denis. Par conséquent, je vous invite à appeler votre ordinateur tous les jours. Denis, mon ami Denis, il est là. Et vous voyez que... alors, tout à l'heure, j'ai dit, quel est l'ancêtre petite poussette? Et quel est l'ancêtre qui a déjà dit ça? Qui n'a pas raconté l'histoire de Saint-Denis comme moi, et qui a dit que la tête était devant lui. Mais il s'appelait Montaigne. Rappelez-vous, Montaigne a une librairie dans son donjon. Et il dit maintenant, je préfère quelqu'un qui ait la tête bien que la tête bien. Et tout le monde sait ça par cœur, c'est formidable. Par conséquent, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là que tout homme qui auparavant s'occupait d'histoire devait savoir par cœur Thucydide, Tacite, etc., Hérodote, par cœur. Parce qu'il n'y avait pas de livre. Et maintenant, pourquoi je le saurais par cœur? Puisque je l'ai précisément dans ma librairie. Et tout homme qui s'occupait de physique, il devait savoir par cœur Aristote, livre 4, il devait savoir par cœur Pline le Jeune, il devait savoir par cœur... Et pourquoi je saurais par cœur? Il était là. Par conséquent, c'est pas une tête bien pleine que je veux, c'est une tête bien faite. D'accord? Et par conséquent, il avait compris, Montaigne, parce qu'il était plus intelligent que nous tous, il avait compris que dès le moment où il y a une révolution concernant le couple support-message, il y a une révolution concernant non pas la connaissance objective comme telle, mais le sujet même de la connaissance. Toi, tu vas te connaître différemment. C'est-à-dire, moi, Montaigne, je connais désormais différemment que Jeanne Otus de Bragmardeau, professeur à la Sorbonne au Moyen-Âge. Et bien entendu, c'est tout à fait différent. Et c'est tout à fait différent comment? Ben, je ne sais pas. C'est très simple à raconter. À l'époque de l'oral, à un moment où le support, le couple support-message était le corps et la voix, ben, il est bien évident que les gens qui écoutaient, je ne sais pas moi, Albert le Grand à Sorbonne, ou Socrate dans les rues d'Athènes, ou Jésus-Christ sur les chemins de Galilée, ils n'avaient pas besoin de prendre des notes, il n'y avait pas d'écriture. Par conséquent, ils savaient par cœur ce qu'avait dit respectivement Albert le Grand, ce qu'avait dit Socrate. Et la preuve, c'est qu'il y a des dialogues de Platon. Et les dialogues de Platon, le platonisme, pour ceux qui ont fait de la philosophie, c'est simplement le coup reçu par la révolution de l'écriture sur la civilisation orale. Il y a un homme qui n'a jamais écrit, qui s'appelle Socrate, qui dialogue avec des gens qui se mettent à écrire, qui s'appelle Platon. Et donc, qu'est-ce que c'est que le platonisme? C'est le résultat de la révolution de l'écriture. Il en est de même aujourd'hui, c'est-à-dire dans la révolution concernant le couple support-message, nous en sommes à la troisième révolution, et c'est ça qui me paraît le plus important. Le plus important, c'est pas seulement que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en disant maintenant, tenant en main le monde, la connaissance nous est d'un accès universel, mais dans ce mot-là, quand j'ai commencé ma conférence, j'ai dit que Petite Poussette tenait en main une chose. Mais je n'ai pas parlé de Petite Poussette. Et à la fin de la conférence, je parle de Petite Poussette elle-même. Quelle est la tête de Petite Poussette? La tête de Petite Poussette a complètement changé par rapport à ceux qui travaillaient non pas avec qui travaillaient avec l'ordinateur, alors qu'elle travaille dans l'ordinateur. Le sujet de la connaissance a donc changé. Et vous voyez donc que là, il y a une mutation vraiment tout à fait profonde sur laquelle le livre sur l'héroïne de la rentrée, c'est pas... Alors, je finis sur ce point. Ne croyez pas, chers amis, que j'ai voulu écrire ce livre pour raconter la différence qu'il y a entre une génération et l'autre. Non, je suis beaucoup trop jeune pour écrire encore l'art d'être grand-père. C'est pas la question. C'est pas ça que je voulais écrire. C'est pas
la petite poussette n'est pas de ma génération, c'est pas ça que j'ai voulu. J'ai voulu décrire une transformation profonde qu'il existe aujourd'hui, historiquement, et même transhistoriquement, et même peut-être sur les motifs historiques que les historiens eux-mêmes n'ont pas vraiment saisi et n'ont pas vraiment élucidé, puisque la transformation du couple support-message n'a jamais été vraiment le thème d'un historien. Et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui, mais ça s'est passé aujourd'hui et ça a donné naissance à Petite Poussette, qui elle-même est rentrée dans un monde qui avait profondément changé. J'en ai déjà trop dit. Merci beaucoup. Ah, c'est facile. Merci. Merci, monsieur le Serre. Alors, y a-t-il des questions? Je suppose que ça suscite beaucoup de questions. Je vous laisse réfléchir. Peut-être que Oui, allez-y, monsieur. Oui, monsieur, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit et appris ou rappelé. Et vous avez terminé en disant « j'en ai trop dit ». Moi, non. Comment est-on sûr que Petite Poussette a la tête bien faite? Alors, est-ce que Petite Poussette a la tête bien faite? Je n'ai jamais su répondre à la question. Michel Serres, avez-vous la tête bien faite? C'est une question sur laquelle on ne peut pas répondre. Et ce qu'on ne peut pas répondre, c'est que la tête bien pleine se vide de plus en plus. Alors, quand la tête se vide de plus en plus, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un livre là-dessus qui vient de paraître de mes collègues de l'Académie des sciences, qui s'appelle « Les neurones de la lecture ». Et en sciences cognitives, très très raffinées maintenant, on s'est aperçu qu'on pouvait désigner et découvrir comment fonctionnent les neurones de la lecture. Alors on sait très bien où ils sont, ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent. Et à la fin du livre, naïvement, M. Dehaene, qui est mon collègue de l'Académie des sciences, se pose la question, mais à quoi ils servaient ces neurones avant? Puisque effectivement, la lecture ne peut avoir lieu qu'au moment de l'invention de l'écriture, mais avant l'invention de l'écriture, il y avait ces neurones-là. À quoi ils servaient? Oui. Alors, le problème de la tête bien pleine, puisque je ne sais pas vous répondre sur la tête bien faite, évidemment, mais sur la tête bien pleine, on voit très bien qu'elle se vide de plus en plus, de mémoire, par exemple. Alors, nous perdons de la mémoire. Alors, sur la question de perdre, puisque c'est le danger dont vous parliez tout à l'heure, je vais vous raconter de nouveau une histoire. J'avais, quand j'étais jeune, c'est-à-dire au néolithique tardif, un professeur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Leroy-Gourand, qui était professeur c'était la première paléontologie humaine, si vous voulez. C'est le prédécesseur d'Yves Coppin, si vous voulez, en gros. Et alors il disait, il avait tort d'ailleurs, parce que maintenant on sait que ça n'a pas eu lieu, mais il essayait de raconter plaisamment comment on était passé de 4 pattes à 2 pattes. Alors il le mimait parce que c'était un très bon professeur. Tout bon professeur est un peu un acteur. Il se mettait pas à 4 pattes, mais presque. Il dit, tu vois, les 2 membres antérieurs servent de support. Hein. Et tout d'un coup, on se met debout et les 2 membres ont perdu la fonction de support. Ah oui, disait-il, c'est très bien tout ça de perdre la fonction de support, mais depuis on a inventé la main. Et avec la main, on peut tout faire. C'est-à-dire, quand il servait de support, elle ne servait qu'à de support. Tandis que la main, elle peut jouer du violon, tenir un marteau, caresser sa petite amie, faire signe, etc. Et encore, on ne sait pas tout ce qu'elle peut faire. Très bien. Et quand on était à 4 pattes, disait-il, encore une fois, à quoi servait le museau? Ben, à l'appréhension. Je vais attraper. Oui, mais voilà, dès qu'on se met à 2 pattes, le museau a perdu sa fonction de préhension, parce que c'est la main qui l'a pris. C'est avec la main qu'on prend les choses. Ah oui, c'est une perte terrible. C'est une perte terrible que de perdre la fonction de préhension. Mais oui, mais on a inventé le langage. Avec la même gueule. La gueule qui ne servait qu'à l'appréhension, tout d'un coup, à ce miracle extraordinaire qu'est le langage. Alors ça donne une idée extraordinaire de ce que veut dire perdre. On perd quelque chose, on en gagne 10 000. On perd le support, on gagne la main, on perd l'appréhension, on gagne. Et je crois que quand on a perdu la mémoire, il en a été de même. Parce que quand Montaigne dit la tête bien faite, ça veut dire une tête, ça y est, j'ai répondu, inventive, mon cher. Qu'est-ce que c'est qu'une tête bien faite? C'est inventive. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Ce n'est pas de répéter quand on a la mémoire. Vous n'avez qu'à lire des thèses, elles sont toutes pleines
note en bas de page, et il n'a pas montré son intelligence, il a montré sa faculté de répéter. Ça peut être un coup. Ah, ça peut être un apprenti. Oui, comment vous dites? Un apprenti. Voilà, un apprenti. Et tandis que l'invention, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'une tête bien faite? C'est l'invention. Alors voilà, Saint-Denis est maintenant devant sa tête coupée. Sa tête coupée, c'est la mémoire, l'imagination, la raison. Lui, il a une tête bien faite. Il peut désormais inventer. Cher monsieur, je vous annonce une très bonne nouvelle. Nous sommes tous condamnés à devenir intelligents. Une autre question. Vous parliez de l'apprentissage en disant qu'on a accès à une gigantesque bibliothèque. Oui. Or, chacun sait bien qu'on n'apprend pas les maths en disant pour la vie, et ça ne sert à rien d'avoir une immense bibliothèque si on n'a pas la carte pour savoir où chercher. Donc l'apprentissage, c'est la carte en fait. Je ne sais pas très bien ce que c'est que l'apprentissage. Si je le savais, je serais un bon professeur. Voilà ce que c'est que l'apprentissage. Les animaux, vous savez que les animaux sont selon ce qu'on pourrait appeler une sorte de hiérarchie instinctive. Alors, à la base de cette hiérarchie, si vous voulez dire, il y a ce qu'on appelle des automates génétiques. Et les automates génétiques sont soumis exclusivement à leur instinct. N'est-ce pas? C'est-à-dire un insecte, exclusivement à leur instinct. Et à mesure qu'on monte dans l'évolution au sens darwinien du terme, à ce moment-là, l'instinct cède. C'est-à-dire, tout d'un coup, l'instinct ne va plus se déclencher de façon automatique, vous voyez, comme une sorte de circuit électrique, mais il va tout d'un coup être suspendu et demander à l'organisme j'hésite. Je ne me précipite pas tout de suite devant ma nourriture. Vous voyez? Et cette espèce de suspension-là, c'est ça l'apprentissage. C'est-à-dire de ne pas céder immédiatement à l'instinct. Alors voilà en gros ce que les biologistes nous enseignent sur l'éthologie de l'apprentissage. Alors, comment apprend-on à devenir un inventeur en mathématiques? Ah mon cher, si on le savait, nous aurions tous la médaille Fields. Et voilà, c'est ça, on ne peut pas répondre à la question. Comment on apprend l'invention, ou comment est arrivée une invention, c'est un des grands problèmes de l'histoire des sciences. C'est très difficile. Pour revenir à l'apprentissage, on apprend quelque chose, c'est la carte, c'est pas le contenu du livre, c'est le contenu de la table des matières. C'est très difficile de distinguer la forme et le contenu. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est souvent par le contenu qu'on apprend la forme, et souvent la forme, et ça dépend des têtes, et ça dépend des personnes, et ça dépend... C'est très compliqué, le problème en question de l'apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelquefois avec le contenu pourtant qu'on apprend, vous voyez, et quelquefois sans le contenu. C'est très différent, très divers, voilà. Allez-y, monsieur. Comment voyez-vous les dangers que le numérique peut apporter sur le fait de vivre ensemble? Ah oui. Alors, ça pose deux questions. Ça pose la question, un, de l'appartenance à une société, et deux, ça pose la question du présentiel. Et la question du présentiel est très intéressante, c'est fondamentalement la question qui est posée par le numérique à l'enseignement. Parce que tout à l'heure, je vous disais que les étudiants disent qu'elles sont fait foutre ici alors qu'on a déjà tous les renseignements. Alors on dit, oui, mais alors à quoi sert le prof? Et c'est la question posée par l'apprentissage. Alors, la plupart des gens disent, ah, sans présentiel, on ne peut rien faire. Alors, je vais vous faire mes aveux. Je suis devenu un mathématicien à peu près convenable, parce qu'un certain professeur Lachaud, pour lequel j'ai gardé une admiration sans borne, était mon prof de top au lycée Montaigne à Bordeaux. Il m'aimait beaucoup, et je le lui rendais au centuple. Et du coup, je suis devenu, bon, oui, un mathématicien convenable. Et je suis devenu minable dans certaines autres disciplines, parce que mademoiselle un tel, professeur à Agen, me détestait, et que je lui rendais au centuple aussi. Par conséquent, dans le présentiel, il n'y a pas que du bon. Et dans le virtuel, il n'y a pas que du mauvais. C'est-à-dire que ce soit le présentiel ou le virtuel, les deux sont parfois mauvais. J'appelle ça le théorème d'Ésope. Vous savez que Ésope était un esclave, cuisinier, et que son patron lui avait dit « Fais-moi le meilleur plat du monde ». Et il lui a fait un plat de langue. Le maître s'est régalé, etc. Et il lui a dit le lendemain « Fais-moi le plat le plus mauvais ». Et il lui a refait un plat de langue.
Et le maître lui a dit, je vais te donner le fouet, mais non, il lui dit, la langue est la meilleure et la pire des choses, vous connaissez. Eh bien, le présentiel est le meilleur et le pire des choses, le virtuel est le meilleur et la pire des choses, tout canal de communication peut être le meilleur et le pire des choses. Voilà. Et par conséquent, on est toujours sur cette logique à deux valeurs, et que ce soit l'apprentissage ou que ce soit la question du présentiel, on est toujours sur le même point. Oui. Il n'y a pas, le présentiel est bon, le virtuel est mauvais, non, les deux sont à la fois. Alors, d'autre part, oui, il y a une seconde question auquel je n'ai pas répondu, c'est le danger. Alors là, c'est plus général comme question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous lisez les journaux, que vous écoutez la radio, que vous écoutez les médias, tous les médias ont lu Aristote. Pourquoi? Parce qu'Aristote dit que le spectacle est fondé sur la terreur et la pitié. Et par conséquent, vous trouverez toujours dans les médias la terreur et la pitié. Et par conséquent, c'est vendeur, parce que ça forme le spectacle. Et comme c'est vendeur, vous n'aurez que de la terreur et de la pitié. Et par conséquent, vous n'aurez toujours que des questions négatives. Et depuis que je suis devenu monsieur nouvelle technologie, disons depuis que le ministère m'avait demandé autrefois un rapport sur les nouvelles technologies, je n'ai de la part des journalistes que des questions négatives. C'est-à-dire, quels sont les dangers? Alors je leur dis toujours, de quoi avez-vous peur? Terrifiant. Vous vous rendez compte, le téléphone portable, c'est terrifiant. Ça donne le cancer, ça donne le vomiton négro, c'est épouvantable. Et méfiez-vous des marchands d'angoisse. Méfiez-vous des marchands d'angoisse. Si je pouvais avoir eu simplement une influence sur vous après avoir fait la conférence, c'est ça. Méfiez-vous des marchands d'angoisse. Il n'y a que de l'angoisse aujourd'hui qu'on vous vend et qu'on vous met dans la tête. Mais le monde est beau, vous habitez la Creuse, que je sache. Moi, je voudrais poser une question en rapport avec votre concept de grand récit. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que le grand récit? Qu'est-ce que c'est que le grand récit? Ah voilà. Alors. Qu'est-ce que le grand récit devient avec ces nouvelles technologies? Ok. Je pense que c'est pas parce qu'on a tous virtuellement possibilité d'avoir accès à ces technologies avec on y savoir, qu'on a tous la même synthèse Dans le du grand thème. récit. Exactement. Alors je vais expliquer ce que c'est que le grand récit comme je vous l'ai promis. Très bien. Au XIXe siècle, je vais raconter une histoire. Il vaut mieux toujours commencer par... Vous avez entendu parler de Buffon. Buffon qui était histoire naturelle et directeur du Jardin des Plantes à Paris, n'est-ce pas, vous vous souvenez de ça? Et on ne sait pas que Buffon était un industriel qui avait des hauts fourneaux en Bourgogne et qui était un homme riche simplement parce qu'il faisait de la fonte, de l'acier. Il avait donc des hauts fourneaux avec des mines. Et il a eu l'idée un jour, extraordinaire, parce qu'il était très intelligent, de faire des boules. Il a fait avec de la terre meuble et mélangé avec de l'acier, des minerais de fer qu'il avait autour de lui, ou des minerais de métaux, il a fait des boules de petit volume, moyen volume, gros volume, et il les a fourrées dans le haut fourneau, jusqu'à ce qu'elles atteignent une température très élevée. Il les a sorties du haut fourneau, il les a laissées dans le pré, et il a compté, il a mesuré leur refroidissement, et à partir de tel temps, les boules arrivaient à la température de la Terre. Et il en a déduit l'âge de la Terre. Et il a été épouvanté. Il est tombé sur des centaines de milliers d'années, et quasi des millions d'années. Et il n'a pas osé le dire à l'Académie des sciences, parce que l'Académie des sciences était newtonienne. Et qu'avec Newton, on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait un temps de l'évolution. Puisque le temps de la Terre était réversible, c'est-à-dire que dans toutes les équations, le temps pouvait être remplacé par moins t, c'était pareil. Donc c'était un temps cyclique. Et donc il est arrivé à ce moment-là une conscience qu'il pouvait y avoir une transformation progressive des choses autour de nous. Et peu à peu, il y a eu 4 dépliants comme ça, de temps évolutifs. Le premier que nous ayons vraiment connu a été le temps à la mode de Lamarck ou de Darwin,
qui a dit peu à peu que certaines espèces se transformaient. Le transformisme de Lamarck, l'évolutionnisme de Darwin. Alors on s'est aperçu que peu à peu certaines variétés et qu'on pouvait avoir imaginé un temps d'évolution du vivant. Et en même temps, on s'apercevait, avec un certain nombre de recherches et d'études morphologiques, que la Terre elle-même avait des strates, et qu'on pouvait imaginer que la Terre elle-même s'était transformée. Et puis à ce moment-là, les astronomes, dont Laplace, à la fin de sa cosmologie, a inventé une cosmogonie. C'est-à-dire, comment se fait-il que les astres vont dans le même sens? Comment se fait-il qu'il y a une température donnée? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu par hasard une nébuleuse première qui, en se refroidissant, etc. Et note 7 au système il a inventé... Alors, vous voyez, le temps de l'astronomie se déplie, le temps du vivant, de la Terre se déplie, le temps du vivant se déplie, et tout d'un coup, on découvre des fossiles de crânes qui certainement n'étaient pas des crânes de l'Antiquité, n'étaient pas des crânes, etc. On commence à inventer la préhistoire, on commence à inventer la paléontologie humaine, et le quatrième temps se met à se déplier. Et vers la fin du 19e siècle, ces temps-là sont pas très cohérents. C'est-à-dire, les biologistes demandent tant de temps, mais les géologues ne savent pas le lui donner. Les géologues ont besoin de tant de temps, mais les astronomes savent. Et peu à peu, disons au cours du XXe siècle, ces 4 temps se sont mis à être à peu près cohérents, ils ne sont pas encore complètement, et on peut imaginer aujourd'hui un grand récit qui partirait, c'est moi qui donnais ce nom, si vous voulez, à ça. Alors on part du Big Bang, on sait qu'on l'a daté très exactement. Je me rappelle, la première fois que j'étais invité par mes collègues à l'Académie des sciences, j'étais fou de trouille évidemment, faire une conférence à ces gens qui étaient tous prix Nobel plus ou moins, je leur ai dit, écoutez messieurs, je vous suis très reconnaissant, vous m'avez appris beaucoup de choses dans ma vie, mais en fait, vous n'avez appris qu'une chose. C'est chacun de vous, astronome, etc., vous savez tous dater vos objets. Et la grande découverte du XXe siècle, c'est que chaque science a su dater ses objets, y compris les médecins savent dater l'âge des maladies, dater l'âge des microbes, dater, etc. Vous voyez ? Et donc, avec cette datation, on peut raconter que le monde a commencé au Big Bang, 15 milliards d'années, que la Terre a commencé 4 milliards d'années, que la vie a commencé 3 milliards ou 5 millions d'années, que telle et telle espèce, que l'humanité a commencé, etc. Et donc on peut enfiler désormais tous ces temps-là et raconter le grand récit de l'univers qui remplace à mes yeux aujourd'hui ce qu'on appelait autrefois l'encyclopédie. L'encyclopédie est un tableau des sciences, et aujourd'hui on le remplace par un récit qui enchaîne la totalité des émergences. Émergence de l'univers, expansion de l'univers, refroidissement, arrivée de la Terre, accrétion de la Terre, évolution de la Terre, stade, primaire, secondaire, tertiaire, etc. Et puis l'arrivée des animaux, des espèces, etc. Et puis l'homme. Voilà. Et c'est ça que j'appelle le grand récit. Alors le grand récit, évidemment, change, et ça je ne l'ai pas dit au moment de Petite Poussette, et je voudrais le dire, personnellement, quand j'ai fait mes études, j'avais derrière mes épaules un passé de... Alors, vous savez du latin, vous savez du grec, vous savez de l'hébreu, vous savez un peu de préhistoire, pam. Allez, j'avais derrière moi 12 000 ans. Aujourd'hui, Petite Poussette a derrière elle 13 milliards d'années, 14 milliards d'années. Mais elle n'a pas le même âge que moi. C'est pas qu'elle soit plus jeune, elle est immensément plus vieille. C'est-à-dire que le support même de l'apprentissage, c'est le grand récit. Le support même du savoir, c'est le grand récit. Le grand récit porte complètement l'apprentissage. Madame, oui, madame, on vous a excusez-moi. Oui, je vous écoute. Oh. Et moi qui étais féministe, alors je vous présente toutes mes excuses. On attendait une autre question, je vais vous poser peut-être une des dernières. C'est vous dites, vous parlez bien sûr du changement, d'un changement historique, d'une rupture. Et bon, je prends, c'est très facile, mais la 4e de couverture débute une nouvelle ère qui verra la victoire de la multitude anonyme sur les élites dirigeantes, bien identifiées, etc., etc. Est-ce que quelle nouvelle démocratie ça apporte? Est-ce que vraiment c'est une nouvelle démocratie? Est-ce que c'est cette fois-ci, entre guillemets, le peuple qui prend le pouvoir grâce à ces nouvelles technologies, ou est-ce que... Alors la réponse est oui, et je vais essayer de le dire.
Et comme d'habitude, je préfère ne pas parler par concept mais par histoire. J'ai 13 ans, mon père est marinier sur la Garonne, et nous avons un atelier de construction de bateaux, ou de réparation de bateaux sur la Garonne. Et bien entendu, quand on répare un bateau, il faut d'abord enlever la rouille, et quand on enlève la rouille et qu'on ne met pas de lunettes, bien on reçoit un éclat dans l'œil. Alors, c'est très douloureux, je vais voir l'ophtalmo. Et l'ophtalmo me couche sur son truc et me met quelque chose dans l'œil. Et je lui dis, docteur, qu'est-ce que vous mettez dans l'œil? Il me répond, je vous emmerde, c'est mon métier. Quel est le docteur qui l'est tiré aujourd'hui? C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui avec le numérique, chers amis, c'est que autrefois, il y avait présomption d'incompétence. Il y avait présomption d'incompétence. C'est-à-dire, le médecin recevait des clients qui étaient incompétents sur leur maladie. Combien de médecins aujourd'hui se méfieraient d'avoir un patient qui, avant de venir, aurait tapé sur Internet « paix de travers ». Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de paix de travers? Alors, quand vous arrivez chez le médecin, vous dites « j'ai un paix de travers », on écoute s'il est compétent. Il y a renversement de la... Eh oui, il y a renversement de la présomption de compétence. Pardon. Alors, on est en vacances quand même. Donc, moi qui suis un enseignant, je suis tout à fait au courant de cette affaire-là. Parce que si je fais cours à Stanford, puisque vous parliez de Stanford tout à l'heure, sur, je sais pas moi, sur les peanuts, et je me méfie que dans mon amphi, il y a un pourcentage très élevé de gens qui ont tapé peanuts, forcément, et qui en savent peut-être plus que moi sur la question quand j'arrive dans l'amphi. Par conséquent, je suis condamné à être intelligent. Là, vous voyez. Et par conséquent, là, il y a un renversement de la présomption. Il y a aujourd'hui présomption de compétence. C'est-à-dire, il est probable que beaucoup de Français en savent plus que leurs élus. Ça, c'est nouveau. C'est sûr. Donc là, il y a en effet aujourd'hui un mouvement fondamental. Et là, vous devriez en prendre conscience profondément, un mouvement fondamental de démocratie, en effet, qui est, si vous voulez, quelque chose qui touche l'information, l'apprentissage, l'expertise, etc., et le jugement. Et que la plupart des gens sont plus intelligents en plus que les médias, évidemment. Bien, je pense que nous pouvons peut-être continuer autrement en lisant les livres de Michel Serres. Donc je vous engage à retrouver Michel Serres sur son stand. Merci beaucoup à vous, merci M. Serres.